Bonsoir et merci d'être avec nous pour suivre cet entretien en exclusivité avec le tout nouveau gouverneur de la région de Zender, le colonel Issoufou Labo. Monsieur le gouverneur, bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous avoir reçus ici chez vous. Merci à vous également pour m'avoir donné cette opportunité de m'adresser aux populations de la région de Zender et au-delà, en tout cas aux autres concitoyens. Machallah. Alors, monsieur le gouverneur, c'est vrai, que pensez-vous, pour aller droit au but, que pensez-vous de l'accueil qui vous a été réservé le 9 août 2023 par la population de la région des Zender, aussitôt annoncé votre nomination à la tête de cette région? Effectivement, après notre nomination en tant que gouverneur de la région de Zender par son Excellence le chef de l'État, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdraman Tchani, nous avions été mis en route et à notre arrivée, nous avions été chaleureusement accueillis par, en tout cas, les populations de Zender, toutes incorporations et toutes tendances confondues. C'était un accueil exceptionnel, plein de chaleur. Justement, quelle est la mission qui vous est confiée à la tête de la plus grande région du Niger? Je rappelle à ceux qui nous sont en train de nous suivre, la mission qui vous est confiée par le chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani. Bien sûr que la mission qui nous a été confiée est une mission qui est reconnue par les textes en vigueur. Le gouverneur est le représentant du chef de l'État. Il représente tous les ministres sectoriels, avec évidemment des démembrements des représentations des directions régionales. Monsieur le gouverneur, vous avez entrepris une série de visites de plusieurs services relevant de votre responsabilité. Que pensez-vous du fonctionnement de l'administration dans la région de Zender après toutes ces visites? Bon, effectivement, il faut dire qu'un gouverneur, nouveau gouverneur de région, avec le changement intervenu, il fallait faire le tour de tous les services techniques et de toutes les structures administratives pour voir, en tout cas, d'abord faire l'état des lieux. La situation dans laquelle ils se trouvent, ce qu'ils sont en train de faire, les instructions à leur donner vis-à-vis des nouvelles directives. Il fallait que nous fassions le tour pour pouvoir informer et attirer l'attention de l'ensemble des travailleurs, toutes incorporations comprises, que les partis politiques ont été suspendus et que le seul parti politique que nous devons, en tout cas autour duquel nous devons nous retrouver, c'est la patrie, c'est le Niger. Donc il faudrait que tous les agents de l'État placés sous notre responsabilité se mettent au travail autour de la patrie sans aucune autre considération. Pour ceux qui, est-ce que vous avez été bien compris? Pour ce que nous pouvons faire au niveau régional, oui. Pour ce qu'on ne peut pas faire, on le fait remonter au niveau de l'hiérarchie, oui, à la portion centrale. Oui. Nous pensons que nous avions aussi attiré l'attention de l'ensemble des travailleurs pour que l'unité, la solidarité règne autour de nous, parce que nous avions un objectif tous commun qui est de réussir la transition. Et donc voilà les messages forts et les constats que nous sommes partis faire, et plus les instructions que nous sommes partis donner au niveau de ces services que nous avons visités. Nous pensons que l'ensemble des travailleurs qui ont été visités au niveau de la structure nous ont en tout cas compris. Oui, quand on communique, on se comprend, oui. Et je pense que les petits manquements, on peut les éviter. Oui. Nous pensons qu'après un mois, oui, en tout cas, nous avions remis les fonctionnaires de l'État, des sociétés, des organisations de la société civile au travail, oui, compte tenu de la nouvelle donne où il faut venir à l'heure, il faut repartir à l'heure. Les absentéismes, les retards ne sont plus acceptés, oui, ne sont plus tolérés, et les responsables des services, des structures ont l'obligation de veiller chacun dans sa sphère de responsabilité. Nous pensons que ce que nous avons vu, nous donnons l'exemple, oui, nous venons au bureau à 8 heures. Et ça veut dire que si nous donnons l'obligation de venir au bureau à 8 heures, c'est un exemple que nous donnons aux autres, c'est un bon signal que nous donnons aux autres pour que chacun puisse y adhérer au respect des horaires et au respect des
de la responsabilité, de la sphère de responsabilité que l'État leur a confiée dans l'exercice de leur fonction. Très bien. Alors, monsieur le gouverneur, parlons éducation. Zander fait partie des régions qui enregistrent le plus bas taux de réussite aux examens scolaires, notamment le BEPC et le bac. Que comptez-vous faire pour améliorer ces rangs pas honorables de votre région? D'abord, je vais vous dire que, renseignez-vous, Zander, effectivement, a connu un moment de déchéance du point de vue taux de réussite, notamment sur les questions du niveau BPC, oui, parce que nous avions connu une évolution. Globalement, dans le cadre de l'éducation, en tout cas, Zander est en train d'évoluer. Zander est en train de marquer des points. Et nous avions mis un cadre que nous avions trouvé et que nous avons redynamisé, un cadre de concertation qui nous permet d'étudier toutes les questions, toutes les problématiques, toutes les contraintes qui sont liées à l'éducation pour pouvoir trouver des solutions et qu'on avance. C'est ça qui a amené cette évolution. Donc le défi, c'est d'avoir consolidé. Cette évolution positive. Et nous avions déjà lancé les jalons pour consolider davantage et nous donnons un objectif d'atteindre, par la grâce de Dieu, 70%. Si nous avions évolué, de 16,33% en 2021, nous sommes tombés à 24,42% en 2022 et que nous sommes arrivés en 2023 au titre du BPC à atteindre en tout cas 57,46%, nous pensons que nous pouvons nous donner un objectif d'atteindre 70% en tout cas au titre de l'année 2023-2024. Nous disons, si en tout cas Dieu le veut, c'est l'objectif que nous sommes donnés avec tous les ensembles des différents enseignements professionnels de la région des Andes. D'accord. Alors, s'agissant de la santé, monsieur le gouverneur, les citoyens nigériens se plaignent de l'accueil, voire même la prise en charge peu enviable dont ils font l'objet lorsqu'ils se rendent dans les centres sanitaires de ville comme de campagne. Alors, existe-t-il un message particulier que vous avez adressé aux responsables sanitaires de la région? Nous allons de passage saluer le dispositif sanitaire et tout le staff de la région sur la question. Nous avions visité la DRSP, nous avions visité l'hôpital national, nous avions visité en tout cas toutes les infrastructures qui sont au niveau de la ville de Zander et même d'autres qui se trouvent dans les départements. Effectivement, il y a des petits manquements qu'on constate, oui, mais il y a aussi des efforts, parce que quand on parle, il faut parler aussi des efforts. Oui. L'État, en tout cas en collaboration avec les partenaires, a mis toutes les possibilités, tous les moyens pour pouvoir remédier aux différents traitements des maladies ou des cas qui se présentent au niveau de la région. Nous avions eu des cas de diphtérie qui ont été, par la grâce de Dieu, maîtrisés avec la compétence de notre personnel, mais bien sûr avec l'appui des partenaires. Cette question de diphtérie au niveau de 5 départements en a fait rage, mais elle a fait moins de gaffes en termes de mortalité que les années antérieures. Voulez-vous nous rappeler les départements, monsieur le gouverneur? Les départements, je peux vous citer par exemple le département de Kanti, le département de Tanout, le département de Magaria, n'est-ce pas? C'est ça que je vais vous citer. Avant c'était Gouré? Oui, même Gouré fait partie, évidemment même Gouré fait partie. J'ai parlé de 5 départements. Donc vraiment les cas ont été circonscrits et nous continuons. Sur place, nous avions des équipes qui sont là-bas en train de poursuivre la sensibilisation. Puis c'est des questions d'hygiène surtout. Oui. Quand l'hygiène est assurée par les populations, il y a moins de risques. Alors, il y a des cas, évidemment, des gens qui se présentent, mais vous savez, les agents, chacun a son comportement, où l'accueil n'est pas bon. Personnellement, j'ai l'habitude d'appeler des agents quand des gens viennent chez moi se plaindre du fait qu'ils ont été mal accueillis au niveau d'une circonscription. J'ai l'habitude d'appeler les responsables pour attirer leur attention sur le fait que c'est des circonscriptions de l'État. C'est vraiment des établissements de l'État et ils ont été créés pour servir, pour aider les populations. Et les populations, quand ils viennent, elles doivent être accueillies. Un malade qui vient, qui reçoit un bon accueil, il est à moitié guéri. Si vous lui faites un mauvais accueil, vous amplifiez sa maladie, vous aggravez sa maladie. Et raison pour laquelle l'accueil, c'est le premier traitement. N'y a-t-il pas peut-être un constat particulier que vous avez fait au niveau de l'unique centre de référence de la région de Zander? Je parle du centre mère et enfant. Centre mère et enfant, nous avions effectivement fait des constats et nous avions tout de suite tenu une réunion. Par exemple, il y a l'accueil, les capacités d'accueil qui ne sont pas suffisantes. Vous allez trouver des malades qui sont à 2 à 4, les petits, les enfants, qui sont 2 à 4 parce que c'est la malnutrition. Et vous savez, nous étions dans la période en fait de soudure. Et la malnutrition frappe mieux en ce moment-là
Et nous avions tout de suite, en tout cas, tenu une réunion pour voir comment est-ce qu'il faut améliorer cette situation avec le directeur de l'hôpital, le DRSP, et le directeur du centre mère et enfant. Il faut que je signale au niveau du centre mère et enfant, nous devons faire un chapeau particulier au directeur du centre qui a depuis sa prise de service déployé assez d'efforts pour éviter, pour vraiment réduire les mortalités à l'occasion des accouchements. Nous avions aussi constaté, en tout cas, le manque de sang, parce qu'il y a eu un incendie qui a un peu détruit le centre, donc, où nous avions le dépôt du sang. Et automatiquement, quand on est informé au niveau de la réunion du Conseil régional de sécurité, nous avions décidé d'organiser une campagne de donation de sang, d'abord par les FDS, mais aussi étendue aux autres populations qui ont la possibilité de donner. Et personnellement, je me suis rendu, j'étais la première personne sur laquelle on a pris ce sang-là pour pouvoir reconstituer la banque de sang au niveau de ce centre-là. Et ça aussi, c'est vraiment, nous pensons que c'est une solution que nous avons apportée parce que n'oubliez pas que nous sommes en hivernage et que le paludisme est vraiment permanent. Monsieur le gouverneur, parlons environnement. Le Niger a délégué la gestion de la réserve des termites Tintouma à une ONG française et la relation est de plus en plus tendue avec la France ne remettra-t-elle pas en cause la convention ou bien même les missions de suivi dans la zone? Bon, il faut savoir que c'est vrai, l'État a délégué c'est une délégation de gestion qu'on a fait à Noé. C'est effectivement une ONG française. Mais au-delà de Noé, nous avions un dispositif qui est là au niveau de la RENAT. Puisque Noé est là, mais c'est le personnel de l'environnement, les agents de l'environnement qui sont là en train d'assurer la sécurité et le suivi, la lutte contre le braconnage au niveau de cette réserve. C'est une gestion qui a une durée de vie. L'État reste dans sa plénitude, puisque je délègue, mais je reste responsable entièrement de la chose. Donc l'État du Niger a la responsabilité entière sur la réserve naturelle de Tintouma, n'est-ce pas? Et la preuve, c'est que nous avions au niveau de termites plus de 60 agents qui sont là-bas et nous avions toutes les administrations déconcentrées au niveau départemental, au niveau communal en matière d'environnement. Chaque administration déconcentrée qui se trouve au niveau de cette réserve veille au niveau de son entité pour que, en tout cas, la faune soit préservée, pour que cet écosystème soit sécurisé. C'est une délégation, mais l'État reste dans la plénitude. Ça veut dire que même avec le retrait de l'ONG, même si l'ONG se retire... Parce que l'ONG a beaucoup de moyens. L'ONG a beaucoup de moyens, mais pas comme vous le pensez, s'il vous plaît, pas comme vous le pensez. L'ONG a effectivement mis quelques moyens d'accompagnement de l'administration des eaux et forêts. Mais le gros du travail se fait par les agents, parce que c'est eux qui font les missions. Et eux, ils accompagnent effectivement avec la logistique qu'ils ont mis en place, avec le carburant, n'est-ce pas? C'est ça la logistique dont je dis. Donc c'est ça l'appui. Et bien sûr que les moyens roulants sont là, n'est-ce pas? Mais d'une manière ou d'une autre, le service des eaux et forêts va continuer, qu'il y ait noyé ou pas, à assurer ses fonctions de sauvegarde de cet écosystème-là, pour l'intérêt général du Niger et de la communauté mondiale. D'accord. Alors, monsieur le gouverneur, avec la sanction prise par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO contre le Niger, le grand fournisseur en énergie électrique du Niger a coupé sa source d'alimentation. Comment se présente la situation dans la région des Anders? C'est vrai que cette problématique est vécue dans d'autres régions. Le problème de la coupure d'énergie à partir du barrage de Kanji au Nigeria a affecté effectivement certaines régions du Niger. Mais Zender, Dieu merci, tout comme Niamey, l'État a pris des mesures vraiment un peu avant cette situation, parce qu'il y a une centrale qui a été construite par Estitimar, qui est donc un promoteur turc, et cette centrale a la capacité
de production de 20 MW. La consommation de la ville de Zender, par exemple, n'excède pas, je crois, 13 MW. 13 à 16 MW. Ça veut dire qu'avec la présence, évidemment, de Soraz, nous avions aussi l'alimentation, la fourniture du fuel pour pouvoir faire marcher cette centrale 24 sur 24. Nous avions à notre prise de fonction, en tout cas quand nous avions constaté des petites coupures au niveau des Anders ne dépassant pas 1 heure de temps, nous avions réuni la Nigélec, Estitimar et la Sonichar, plus CPP ici, pour leur dire de prendre toutes les dispositions pour que la fourniture du fuel soit suffisante. C'est presque 6 citernes qu'il faut produire, 4 pour Niamey, 2 pour Zender. Il fallait qu'à chaque jour qu'on puisse nous faire cette livraison pour que la centrale de Niamey, qui a une capacité de production plus importante, roule 24 sur 24. Vous faites sortir 6 citernes par jour? Oui, de fuel, oui. Donc, Zender n'a pas de coupure pour le moment. Maradi aussi est en partie servi par la centrale Estimar de Zender. Donc, voyez-vous, en tout cas, cette situation a moins concerné les régions de Zender et un peu Maradi, mais je parle de Zender. Zender, on ne voit pas une coupure qui excède 30 minutes, et ça, c'est un travail mécanique. Souvent, la centrale s'arrête parce qu'elle tourne 24 sur 24. Donc là, on ne peut pas appeler ça des coupures. Ça veut dire que quand on voit des coupures de 2 heures, 3 heures, voire 4 heures, ça veut dire qu'il y a des raisons particulières. Depuis que j'ai pris service ici à Zender, il y a 2 mois, je n'ai jamais vu une coupure de 4 heures. Je ne sais pas dans votre quartier, mais moi, je n'ai jamais vu une coupure même de 2 heures, je n'ai jamais vu. Mais je ne sais pas dans votre quartier. Ça, c'est ce que j'ai constaté, que j'ai dit. Mais je sais que de manière globale, dans Zender, il se pourrait qu'il y ait des quartiers qui ont des délestages, mais ça ne dépasse pas 1 heure de temps. Mais les centres principaux, notamment le centre Marais-Enfants, l'hôpital, tous les points névralgiques, stratégiques, n'ont jamais connu de coupure. Malgré, bien qu'ils aient des groupes qui, en cas de coupure même, ils peuvent activer. Mais je vous dis que moi, c'est le constat que j'ai fait. Et jusqu'où peuvent aller ces mesures vraiment que vous avez prises et qui les mesures, en tout cas, elles sont permanentes. Et ce que je veux vous dire, c'est que le ministre du Pétrole était en mission la semaine passée. Et nous avions visité Soraz, nous avions donné des instructions, mais nous avions aussi été, en tout cas, appuyés par la mission du ministre du Pétrole, de l'Énergie et du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, qui était là, avec qui on a fait la visite pratique au niveau de Soraz. On a vu toutes les installations de Soraz, les capacités de production de Soraz. Et je vous dis que le ministre est venu avec des instructions fermes du CNSP qui disent à la Soraz, un travail déjà fait, de rehausser sa production. De voir les possibilités de produire le GPL. Le GPL, donc, c'est vraiment pour les avions, oui, et de renforcer la production du gaz. Et ça, l'administration de Soraz a dit être prête déjà pour pouvoir assurer cette instruction-là. Au niveau de la production de l'énergie, l'État a donné instruction à Estitimar pour que la centrale, en tout cas les études de faisabilité sont déjà effectuées, pour que la centrale de Zender produise 100 MW. Elle a présentement une capacité de production de 20 MW. Elle a eu instruction des plus hautes autorités de produire à l'avenir 100 MW pour que ces 100 MW servent la zone Niger-Est, la zone donc de Zender, Agadez, jusqu'à Maradi. On sait que la société peut le faire. La société a dit qu'elle a fait des études de faisabilité, oui, et que les études sont finies. On va passer à la nouvelle étape. Et ça, c'est au niveau donc de Zender. Pour ce qui concerne Estimar, les installations de Niamey, l'État les a instruits de produire 200 MW. Ça veut dire de doubler la production. Et la société dit être capable. On était avec le responsable de la société, les études de faisabilité sont finies et nous sommes en train d'aller vers la production de 100 MW au niveau de Zender et de 200 MW au niveau de Niamey avec Estitimar, qui est une entreprise turque. Maintenant, ça veut dire que la production de Niamey va servir Niamey, Tillabéri, Dosso. Et il y aura aussi la Sakadamna qui va produire 600 MW.
Et là, l'État est sûr, et en tout cas a donné toutes les instructions pour que ces installations de... Donc ça, c'est pour aller vers l'indépendance énergétique. Alors on dit que si on a toute cette production, oui. 100 MW pour Zander, 200 à Niamey, 600, vous avez à peu près 900 MW et notre capacité de consommation au Niger n'atteint pas 900 MW jour. Et ça veut dire que nous pouvons même, en tout cas selon le ministre, nous pouvons, et selon les techniciens, nous pouvons même exporter. Et d'ici quand les populations peuvent sentir ces mesures, ces changements? Vous savez, on a donné un objectif, on a donné un temps aussi, puisque les études sont faites. Maintenant, on va certainement, les sociétés vont passer aux installations techniques. Oui. Et là, les installations, effectivement, elles vont prendre un certain temps. Mais nous pensons que dans peu de temps, oui. À court terme, oui. Dans les mois à venir, à court terme, nous serons à mesure d'atteindre cette production, particulièrement au niveau de Stimar de Zander et au niveau de Stimar de Niamey. Donc, c'est des dispositions prises, c'est des instructions données, et les promoteurs ont donné tout leur accord. Ils sont en train d'amener les moyens matériels nécessaires pour finaliser ces installations. Alors, les sanctions de la CEDEAO du point de vue économique dans votre région, Zander, est-ce que vous ressentez quelque chose? En fait, on le sent par rapport aux recettes. Est-ce que ça ne rend pas difficile la mobilisation des ressources internes au niveau de Zander, votre région? On ne peut pas dire que ça n'a pas d'impact. Ça a des impacts, mais nous pensons que c'est des situations éphémères. Par rapport à la sécurité, monsieur le gouverneur, avant les événements du 26 juillet 2023, Zander n'a jamais connu des attaques terroristes ou même des troubles de grande envergure. Où en est la situation au lendemain des événements du 26 juillet? C'est vrai que Zander, c'est une région calme du point de vue sécuritaire, mais ce n'est pas à dire qu'il n'y a rien. Nous avions des bandits, des petits bandits qui coupent les routes, qui prennent les biens des personnes et les biens dans certaines zones. Mais les FDS sont à pied d'œuvre. Nous avions toutes les informations, donc nous sommes à pied d'œuvre pour traquer ces bandits-là. Mais du point de vue vraiment des attaques d'envergure, on n'en a pas. Le phénomène que nous allons évoquer ici, c'est peut-être le phénomène vraiment de drogue, on constate vraiment la circulation de la drogue provenant du Nigeria, le passage donc à Zander pour aller en Algérie, c'est vraiment un phénomène récurrent au niveau de Zander. Et chaque jour que Dieu fait, la police fait des saisies dans ce sens. Pour la sécurité, ça veut dire que rien n'est signalé, même pour la bande nord de votre région, à savoir Tanout, n'avions pas, nonobstant, indépendamment des petits banditismes qui consistent à traquer des gens qui viennent des marchés. Et là aussi, les gens, nous avions la patrouille qui est dans chaque département, mais les bandits, là, ils se renseignent. Nous sommes en train de prendre des dispositions pour qu'il y ait une conjugaison des forces de patrouille d'un département à un autre pour pouvoir mettre la main. Nous avons tous les renseignements sur ces bandits. On sait d'où ils viennent, mais on est en train aussi de suivre leur pas. Ce qui est sûr, c'est que nous allons arriver à les traquer un jour. Alors, monsieur le gouverneur, que pensez-vous de soutien que bénéficie le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP de la région de Zander? Est-il réellement à la hauteur de celui des autres régions, à votre avis, monsieur le gouverneur? En effet, les activités de soutien sont intenses dans la région de Zander. Et je vais dire qu'à part Niamey, je n'ai pas, ça c'est mon appréciation, je n'ai pas vu une région qui fait des manifestations de soutien comme Zander. Depuis 2 mois, chaque jour que Dieu fait, c'est des activités de soutien qui se font au niveau de la ville, au niveau des chefs-lieux de département, au niveau des communes. Si ce n'est pas le soutien à meeting, ce sont des prières qui s'effectuent. Nous avions l'habitude de nous retirer pendant 3 jours, toute la ville de Zander, pour implorer Dieu pour que la paix, la sécurité, la prospérité soient dans notre pays. Vous avez vu l'événement, le grand événement qui a drainé plus de 5000 personnes, où donc c'est le collectif des associations, le collectif des étudiants, le collectif des communicateurs, le collectif des ONG, de toutes les associations, transporteurs, commerçants, travailleurs, n'est-ce pas, journalistes, étudiants, ils se sont réunis au niveau de la tribune officielle et c'était plus de 10 000 personnes qui étaient massées ce jour-là pour faire un grand meeting de soutien
au CNSP. Et qu'est-ce qui peut expliquer cela, M. le Gouverneur? Est-ce parce que les acteurs politiques ont décidé aussi de se rallier? Nous pouvons lier cela à l'adhésion de la population vis-à-vis des actions qui ont été entreprises. Donc ça ne peut pas être lié à la position des Zender, une ville conquise par l'opposition à l'époque. Nous pensons que dès lors que les partis politiques ont été suspendus, c'est d'abord un motif de satisfaction pour certains dans la ville de Zender, c'est clair, puisque la présence des partis politiques gênait, n'est-ce pas, empêchait, entravait. Monsieur le Gouverneur, qu'en est-il du dialogue, l'état de préparation au niveau de votre région? Est-ce que tout est fait prêt ou bien risque là ça? Les assises, nous avions été instruits par le ministre de l'Intérieur de faire désigner des représentants au niveau des chefs de département selon les associations, n'est-ce pas, existantes et les associations socio-professionnelles. Combien de personnes pour la région des Andes? Et on n'a pas pour le moment le nombre. Nous avions présentement la proposition de 4 départements. Donc nous sommes en train d'attendre les propositions des 7 autres départements. Je sais que la ville est en train de travailler. Mais d'ici peu, nous sommes en train de vouloir convoquer cette assemblée pour pouvoir, en tout cas, un forum régional tout à fait, une assise régionale de 2 jours. De 2 jours, on ne peut pas prendre une semaine, c'est beaucoup de gens, mais on va le faire en 2 jours. C'est des propositions effectuées, nous allons les présenter et nous allons prendre ce qui est important relativement au point, aux directives, et en tout cas recherchées par ces assises-là. Et c'est de ça que nous allons, en tout cas, c'est ça que nous allons utiliser pour faire notre document. Le dialogue aura bel et bien lieu à Niamey. C'est clair, c'est une instruction, c'est une action qui a été donc décidée par le CNSP. Comment sont vos relations dans ce sens avec les collectivités territoriales et même les chefs traditionnels? Les collectivités territoriales, je vais vous dire que nous avions en tout cas un cadre d'échange, nous avions un cadre de rencontre, nous avions un cadre de travail qui nous permet d'échanger régulièrement. Et pour étudier toutes les questions liées au développement, les questions liées à la sécurité, les questions liées en tout cas aux épidémies, les questions liées à la campagne agricole, à la campagne pastorale, tout ça, vraiment nous avions un cadre et nous pensons que, en tout cas, toutes les stratégies sont en train d'être prises pour que nous puissions y arriver. Je pense que la campagne agricole a été globalement satisfaisante, mais il y a des poches, il y a des zones dont les cultures ont été séchées, elles ne sont pas nombreuses, mais bientôt, nous allons, en tout cas sur instruction, bientôt du gouvernement, nous allons faire l'évaluation de la campagne agro-silvopastorale pour situer les résultats, n'est-ce pas, de cette campagne, et faire un état de lieu sur la question. Alors, monsieur le gouverneur, un message peut-être particulier à l'endroit de la jeunesse des Anders qui est en train de vous écouter. Oui, la jeunesse des Anders, je les reçois tous les jours et je les conseille, et nous sommes avec eux. Toutefois, quand il y a des partenaires, quand il y a des activités, en tout cas, qui permettraient à ces jeunes d'être occupés, nous allons y faire appel à eux. Mais nous sommes en train, à chaque occasion, de les sensibiliser pour que la jeunesse ne s'attende pas seulement à des services dans les administrations. Nous avions des écoles professionnelles, nous avions des centres de formation, nous avions des initiatives privées qui nous permettent d'apprendre des métiers. Et quand vous avez un métier, vous créez votre petite entreprise et c'est comme ça que ça marche. Des gens comme Bill Gates ont commencé avec rien. Et aujourd'hui, ils sont devenus les grands du monde. Parce qu'il attend beaucoup de vous. Tout à fait, on sait. Oui. Mais la lutte qu'on est en train de faire, s'il vous plaît, c'est évidemment pour libérer la jeunesse. C'est pour libérer la jeunesse. C'est pour libérer nos progénitures. Et c'est pourquoi la jeunesse ne peut qu'être convaincue. Donc elle ne sera pas dessus. Nous pensons que quand nous serons à même d'assurer, en tout cas, la gestion de nos ressources, des ressources naturelles dont nous disposons, nous pensons que la jeunesse va tirer profit. Nos progénitures vont tirer profit. Parce qu'on sait que depuis longtemps, comment ces gestions ont été faites. Elles n'ont pas été faites au bénéfice du Niger. Elles ont été faites au bénéfice d'autres patries. Pourquoi pas la patrie du Niger? C'est pourquoi la jeunesse y croit. Et nous pensons que quand nous allons en tout cas finir la transition, nous allons la finir avec eux
et avec tous les objectifs que nous nous sommes fixés. D'accord. Merci. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur, et merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'entretien en exclusivité a reçu aujourd'hui monsieur le gouverneur de la région des Andes, le colonel Issouf Lavo. Monsieur le gouverneur, vraiment merci beaucoup d'être avec nous et à la prochaine, Inch'Allah. Merci à vous également.